Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, mesdames, messieurs, interrogeons-nous encore ce matin. Géopolitique, sommet afro-africain, sans les Africains, un Berlin 2. Nous nous interrogeons ce matin. Géopolitique, sommet afro-africain, sans les Africains, un Berlin 2. En tout cas, c'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, mesdames, messieurs, le sommet des Nations Unies sur le climat est de retour sur le continent africain après 6 ans et 4 conférences consécutives en Europe. La 27e conférence annuelle des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus connue sous le nom de COP27, se tient donc du côté de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte et a débuté justement, mesdames, messieurs, ce 6 novembre de l'an de grâce 2022. Eh bien, elle a été baptisée COP africaine. Pourquoi? En tout cas, nous nous interrogeons, les responsables et les militants, espérant que le lieu de conférence se permettra de mieux représenter les intérêts du continent dans les négociations sur le climat. Est-ce le climat qui est négocié actuellement en Égypte? En tout cas, selon l'Égypte, pays hôte, la réunion représente une occasion unique pour l'Afrique d'aligner les objectifs en matière de changement climatique sur les autres objectifs du continent, comme l'amélioration du niveau de vie et la résilience des pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les organisateurs attendent jusque-là plus de 40 000 participants, soit le nombre le plus élevé jamais atteint pour un sommet sur le climat sur le continent africain. Seulement, depuis la première itération de la conférence à Berlin en 1995, le sommet des Nations Unies sur le climat continue d'alterner chaque année entre les 5 régions classées par l'ONU, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, Europe centrale et surtout orientale et l'Europe occidentale. C'est la 5e fois qu'un pays africain organise d'ailleurs le sommet des Nations Unies sur le climat, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya ayant été les premiers hôtes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette histoire. En marge, justement, de cette conférence, mesdames, messieurs, il s'avère là-bas que, eh bien, la France, avec en prime Emmanuel Macron et ses amis, parleront justement de l'Afrique sans les Africains. Oui, il s'agit justement du Premier ministre britannique, Emmanuel Macron, sans oublier bien sûr l'Allemagne également qui fait justement partie de ceux qui vont discuter des problèmes de l'Afrique sans les Africains. Voilà pourquoi nous nous demandons donc, est-ce un Berlin 2? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselango. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour aux millions de téléspectatrices et de téléspectateurs n'est-ce pas, de Panafricaniste TV, cette chaîne qui monte et qui est justement une alternative justement à ces informations sur l'année, à varier quelquefois de la désinformation qui nous balançait de ce côté-là. En tout cas, à Panafricaniste TV, nous avons la bonne information. Comme à mon habitude, je vais commencer par un coup de gueule. Il y a un génocide humain qui est en train de se dérouler du côté du Tchad. Il faut qu'on en reparle parce que nous les journalistes avons un défaut, c'est que nous suivons l'actualité lorsqu'elle est encore chaude, comme on dit, après on tourne le dos, mais sans faire le follow-up. Depuis les manifestations du 20 octobre dernier, que vous connaissez, qui ont fait des centaines de morts selon les ONG, notamment la FIDH et d'autres leaders d'opinion, qu'ils ont donné ces informations du côté du Tchad, et 50 morts selon les sources gouvernementales. Il y a des opérations justement d'arrestation arbitraire et extrajudiciaire qui sont opérées du côté du Tchad par les militaires. C'est-à-dire, tenez-vous bien, pas des militaires et non pas la police. C'est-à-dire les forces de 3e catégorie qui se livrent à des interpellations musclées et arbitraires avec à la clé des déportations dans les prisons très éloigné de la capitale N'Djamena. Je pense qu'il s'agit d'un drame qu'on ne peut pas laisser passer sans en parler, en soutien à nos frères tchadiens qui luttent de ce côté-là pour leur liberté, pour leur indépendance, mais surtout pour leur opinion, parce que lorsque les autres parlent de la liberté, c'est lui qui a l'Élysée comme en tant que le patron des pays de lumière, et n'en parle pas
parce qu'il s'agit d'un sujet qui fâche, qui n'aime pas, c'est un sujet tabou, c'est lui de la violation des droits fondamentaux des citoyens de manifester, d'exprimer leurs opinions. Et vous avez dans cette affaire, vous avez dans la foulée ce que j'ai envie d'appeler, n'est-ce pas, la chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières ponctuée d'une répression sanglante n'est pas possible. Donc je pense qu'il faudra qu'on en parle. C'est important. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole. Ici, on parle de COP27 du côté de l'Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh. Mais il n'y a pas que ça. Nous ne parlons pas justement de la COP27. Nous parlons d'un sommet en marge justement de cette COP27 où justement certains dirigeants occidentaux et surtout européens parleront de l'Afrique en écartant les Africains. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Depuis le dernier sommet sur le climat, il y a eu beaucoup de promesses, notamment les soutiens financiers de l'ordre de, je crois, 100 milliards de dollars qui devaient être accordés, mobilisés au profit des pays qui, justement, contribuent très peu ou pas du tout, justement, au dérèglement climatique. Parmi ces pays, vous avez le continent africain, donc les pays africains qui ne sont pas industrialisés, au même titre que, par exemple, les États-Unis, la Chine, la plupart des pays de l'Union européenne. Et les Africains, notamment certaines ONG de protection de l'environnement, de préservation de l'environnement, ont mis sur la table cette question, justement, d'équité, de justice climatique, dans le contexte, justement, du respect des engagements qui ont été pris. Et lors du dernier sommet, qui s'est tenu, je crois, c'était à Glasgow. Quand je l'ai dit, en marge donc, n'est-ce pas, de ce sommet officiel qui est la 27e, la COP27, c'est-à-dire la Conference of Parties, qui est dans sa 27e édition, il y a eu beaucoup de promesses. Et je voudrais vous rappeler, c'est une parenthèse, que lors du dernier sommet, vous avez vu dans certains médias M. Ouattara s'offusquer de ce qu'on interdisait aux pays africains de s'industrialiser pour préserver l'environnement. Mais on permettait aux pays occidentaux de s'industrialiser, eux qui polluent justement l'environnement, avec les effets que nous connaissons, l'avancée du désert, oui. Les inondations qui créent justement des dommages, tant à l'environnement, à la biodiversité, aux populations. À côté donc, vous avez, comme d'habitude, à la marge, donc, comme vous l'avez indiqué, Jupiter, apparemment, comme il est sur tous les fronts ces derniers temps, et il va donc organiser en marge justement de la conférence sur le climat qui se tient depuis dimanche dernier au Caire, en Égypte, une mini-conférence et un mini-sommet, je veux dire un mini-sommet qui va regrouper qui? Mais qui va regrouper non seulement la Grande-Bretagne, oui, qui va regrouper la France, donc, et certains membres de l'Union européenne, parmi lesquels c'est qui officie comme président de la Commission de l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen, oui, l'Allemagne, et un représentant, n'est-ce pas, des États-Unis, qui ne sont pas représentés au plus haut niveau par Joe Biden, mais qui seront quand même représentés. Bref, l'Espagne et tout ce Bataclan, en fait, le groupe des mondialistes, ils vont donc tenir leur sommet à côté pour discuter justement de ces questions. Et dans ce sommet-là, mini-sommet en marge de la conférence, il n'y aura presque aucun membre, aucun représentant d'un quelconque État africain. Exception faite, soit dit en passant, du président de l'Égypte, c'est-à-dire, je crois que c'est Al-Sisi, si je crois bien c'est lui. Donc, voilà donc les faits. Oui. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui devrait, de notre point de vue, attirer l'attention des leaders d'opinion que nous sommes. Vous ne pouvez pas parler des problèmes de l'Afrique, des problèmes des Africains, du continent africain, en l'absence des Africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons notre mot à dire. C'est le temps que ce sont les Africains, c'est le continent africain, qui subissent justement les dommages du dérèglement climatique qui de leur fait à travers la multinationale sur le continent africain déjà, parce que
Vous ne pouvez pas, nous avons l'habitude de le dire. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons tenu une émission ici qui portait sur l'uranium du Niger, oui. où vous avez une multinationale française qui est là-bas depuis 1967, si mes souvenirs sont exacts, notamment, c'était d'abord Areva, devenu Orano, qui exploite des gisements d'uranium, qui pollue l'environnement, qui détruit l'environnement, l'écosystème, qui détruit la santé publique des populations, des communautés riveraines, sans qu'il y ait une contrepartie ni conséquence juridique. Et vous avez donc ces multinationales qui appartiennent à ces pays-là, qui viennent vous pontifier sur les questions de la protection de l'environnement, qui viennent discuter, débattre de ces problématiques aussi sérieuses que celles de la pollution, la protection de la nature, du réchauffement climatique, sans toutefois impliquer les pays africains, en tout cas les dirigeants africains, qui seront, je pense, représentés là-bas. Tout à l'heure, dans votre chapeau, vous avez parlé de 110 délégations qui représenteront environ 40 000 personnes. Oui. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais sauf que la trame de fond de ce mini-sommet en marge de la conférence sur le climat consiste à pour objectif d'éluder les questions qui fâchent. C'est-à-dire la limitation, n'est-ce pas, des effets du gaz à effet de serre, oui. En tout cas leur réduction à au moins 1,5%. Les compensations financières, parce qu'aujourd'hui, on interdit par exemple aux populations, aux communautés autochtones, de continuer à utiliser le bois de chauffage parce que, dit-on, le fait d'aller en brousse chercher le bois de chauffe, ça détruit l'environnement. Mais c'est quoi la contrepartie? On interdit aux communautés de pratiquer la pêche artisanale comme au bon vieux temps. Oui. On interdit aux populations de pratiquer la chasse comme au bon vieux temps. Alors qu'il s'agit là, il devrait... Bon, lorsque vous interdisez donc aux communautés de continuer de maintenir leurs pratiques ancestrales, c'est quoi la contrepartie? Il faut bien que, si j'avais l'habitude de manger de la viande de brousse, il faut que ce soit compensé. Si j'avais l'habitude de manger du poisson, il faut qu'il y ait des alternatives. Maintenant, vous avez dans vos multinationales qui achètent toutes nos terres, qui détruisent l'écosystème, polluent, mais c'est quoi la contrepartie? Dans les discussions portant sur l'enveloppe allouée aux pays victimes des effets du règlement climatique, les discussions se sont opérées en leur absence, notamment pour ce qui concerne les questions financières. Tout à l'heure, je vous parlais d'une enveloppe de 100 milliards de dollars. L'Afrique en a-t-elle déjà reçu zéro copec. Jusqu'à date, je vous ai dit tantôt que le sommet, la conférence a commencé hier au Caire. Hier, c'était le 6 novembre. Oui. Si je crois que ça se tient jusqu'au 18 novembre. Jusqu'à date, l'Afrique n'a reçu aucun copec. C'est le blablabla habituel, avec des promesses qui ne tiennent pas la route. Et entre-temps, il continue de polluer. Et c'est l'Afrique qui doit retarder, n'est-ce pas, son industrialisation au profit, n'est-ce pas, du Nord, c'est-à-dire des pays du Nord, au pays de l'Union européenne, au profit des États-Unis. La preuve, c'est que les plus gros pollueurs ne sont pas présents dans cette affaire. Joe Biden est absent, Xi Jinping, il n'est pas là, certainement l'Inde n'y sera pas du tout. Donc, ça pose donc, alors, M. Jupiter, qui se mêle de tout et de n'importe quoi, il a donc organisé, en marge de ce sommet, de cette conférence sur le climat, un mini-sommet qui va justement abriter les représentants du G7 et peut-être du G20. Voilà le véritable point, la véritable question, et sans l'Afrique, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais vous poser une question, Albert Anatole. Ici, vous qui êtes journaliste, vous nous faites savoir que c'est Emmanuel Macron qui organise d'ailleurs ce sommet afro-africain, l'initiateur. Pour qui il travaille pour l'Afrique? Au nom de l'Afrique? Parle-t-il au nom de l'Afrique? Parce qu'il y a encore quelques mois, on nous faisait savoir que c'est Macky Sall qui devait justement organiser cette réunion. Il y a eu, disons que Macky Sall a organisé son sommet sur la paix et la sécurité, et vous avez vu qu'il y avait plus de locodèmes dans la salle que les Africains. Maintenant, Macky Sall, c'est qui? Macky Sall, c'est, je crois qu'il assure la présidence de l'Union africaine, qui est financée par qui? L'Union européenne. Bon, quelle
marge de manœuvre Macky Sall peut avoir pour justement rappeler à son ami Macron qu'il s'agit des questions afro-africaines. Du tout. Il n'en a pas l'ego. Surtout en ce qui concerne des discussions qui concernent l'avenir de l'Afrique. Non, du tout. Macron, de son point de vue, pour sa part, se prévaut de sa posture de porte-parole du continent africain. C'est à ce titre justement qu'il est l'initiateur de ce sommet dont nous parlons. Et puis c'est prévaut d'être le porte-parole des intérêts du continent africain, des Africains. Mais je pense que là, il y a un problème. Il y a un très gros problème. On ne peut pas accepter, en tout cas nous les panafricains, ne pouvons pas accepter que ce monsieur multiplie des impostures au nom et pour le compte du continent africain, au nom et pour le compte des Africains. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir, je crois que c'est à la COP 21 que promesse, engagement avait été pris. Je pense bien que c'était à la COP 21 que l'engagement avait été pris de mobiliser 100 milliards de dollars au profit du continent africain, en tout cas des pays qui subissent la pollution occasionnée par les autres, c'est-à-dire par les pays du Nord. Nous sommes rendus à la 27e conférence de cette affaire-là. 0 copec n'a été mobilisé. Ça me renvoie un peu à l'histoire, c'est une parenthèse également, ça me renvoie à l'histoire du G5 Sahel, qui a été mobilisé, qui a été créé, qui a été initié par qui vous savez. Il était question de mobiliser 450 millions d'euros. Jusqu'à date, je ne suis pas sûr qu'on a pu mobiliser 10 millions d'euros pour combattre, n'est-ce pas, le terrorisme au Sahel. Donc quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de l'Afrique, on fait des grandes déclarations, c'est-à-dire de l'imposture, de la démagogie. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit d'un pays européen, bien évidemment, il n'y a pas de déclaration. Si oui, les déclarations sont suivies d'actes concrets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur cette question, l'Afrique doit pouvoir trouver une alternative qui est endogène, sans compter sur les autres, parce qu'il faut quand même cesser de compter sur les autres. On ne peut pas constamment utiliser le nom de l'Afrique, utiliser le continent africain pour préserver les intérêts du pays du Nord. C'est absolument inacceptable. Dans le contexte de la crise en Ukraine et dans la perspective justement de la crise alimentaire annoncée, on a également utilisé des larbins du continent africain pour aller faire, n'est-ce pas, la manche du côté de la Russie. Je crois que ce sont les choses qui sont ridicules et qui n'honorent pas en tout cas les personnes qui acceptent de porter de telles impositions. Helmut Kohl, alors chancelier allemand, déclare haut et fort: la Chine nous a échappé, il ne faudrait pas que l'Afrique s'industrialise. Est-ce que les autorités africaines qui vont participer à la COP27 du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte le savent? Je pense que si vous et moi le savons à notre niveau, eux qui ont l'habitude des grandes conférences, comme c'est le cas depuis hier du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte, ils le savent. Ils savent que tout est fait pour que l'Afrique reste une zone d'influence, appuyer les matières premières, donc pourvoyeur de matières premières, si vous voulez, que l'Afrique reste et demeure ce continent qui ne vit que de la consommation et qui n'est pas capable de produire. Pourquoi? Parce que si l'Afrique commence à être un continent qui produit, les multinationales vont commencer à fermer les portes parce qu'il n'y aura plus de marché. Donc il faut absolument, selon leur projet, maintenir le continent africain, les Africains dans l'escarcelle de la consommation et non dans, n'est-ce pas, dans la dynamique de production de ce que les Africains peuvent consommer. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, nous avons besoin des visionnaires, des patriotes qui puissent être capables de nous sortir justement de cette dépendance. De cette dépendance parce qu'on n'a plus besoin d'être dépendant. Absolument. Donc nous avons besoin des visionnaires, des patriotes qui soient capables d'inscrire justement l'Afrique dans la dynamique d'un continent qui produit. Tenez-vous, c'est une autre parenthèse que je veux ouvrir. Avant que Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, n'annonce que désormais les matières premières
n'est-ce pas, qui sont extraites justement du côté de la République démocratique du Congo seront transformées sur place, il n'y avait pas de problème de sécurité. Mais depuis qu'il a fait cette annonce, le mouvement du 23 mars a pris de l'ampleur, au point où, justement, la plupart des provinces que ces projets devaient impacter ou rendre le désordre. C'est quand même paradoxal. C'est-à-dire, derrière ce qui nous amène donc à comprendre que derrière le désordre qui est actuellement du côté de la RD Congo, les Américains ne sont pas éloignés. Les Belges ne sont pas éloignés. Les Anglais ne sont pas éloignés, autant que les Français ne sont pas éloignés. Toute cette criminalité internationale est engagée. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que le M23 débarque pour faire le désordre? Un mouvement qui avait été détruit, saccagé en 2013. Mais en 2022, ce mouvement revient à plus armé, plus engagé que désormais, avec des moyens logistiques conséquents, mais qui leur a fourni cette logistique-là, qui leur donne le renseignement. Donc, je pense que, je ferme dans la parenthèse, pour qu'on comprenne une chose, il est important de comprendre que ces mondialistes veulent maintenir l'Afrique, justement, dans l'escarcelle de la consommation. Il ne faut donc pas que l'Afrique soit maintenue dans l'escarcelle de la consommation. L'Afrique doit être ce continent qui doit pouvoir produire les matières premières, transformer les matières premières qui sont sur son sol ou dans son sol, produire celles qu'elle a besoin de consommer et non consommer ce qu'elle ne produit pas, comme c'est le cas actuellement. Albert Natola, ici, lorsqu'une réunion comme celle-là est organisée en marge d'un sommet comme celui de la COP 27 du côté de l'Égypte, sans les Africains, est-ce que ces autorités africaines, ces chefs d'État africains, comprennent finalement que l'Occident est contre le continent africain? Le problème, c'est que la plupart de ces dirigeants-là sont complices de ce qui arrive sur le continent africain. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Je voudrais vous plonger dans un élément historique qui a ébranlé, qui a révolté tous les Africains, fiers d'être Africains. La destruction de la Libye avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. À l'époque, je pense qu'il y avait même des dirigeants africains qui ont donné le quitus pour que cela soit fait, pour que Kadhafi soit assassiné, pour que la Libye soit déstabilisée. Aujourd'hui, quelle excuse que ces dirigeants peuvent trouver? Aucune. Donc, le véritable problème, c'est que nous avons à la tête de nos États, et il n'y a eu aucune condamnation, ni de l'Union africaine, par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit en Libye, que ce soit la déportation, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo à la CPI, à l'époque. Il n'y a eu aucune condamnation. Et comme d'habitude, nous sommes dans un théâtre dont nos dirigeants sont des acteurs, bien des figurants. Et puis, nous autres, nous qui avons la légitimité de leur demander compte, ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre. Donc, je pense qu'il faut, une fois de plus, comme j'ai l'habitude de dire, de dégager, il faut le dégager ces dirigeants. Des choses ne peuvent pas, d'autres personnes ne peuvent pas discuter des problèmes qui concernent l'Afrique en votre absence. Sans qu'il y ait, j'attends de voir si un dirigeant ne s'en offusque pas, oui. J'attends de voir s'il y a une ONG qui va sortir quelque part, décrier cela. Vous n'en aurez jamais, Albert Natola, ici, il ne faut pas attendre cela. Non, j'aimerais que ces ONG qui ont l'habitude de décrier la gouvernance au sein de nos enclos coloniaux, décrire cette façon de faire, discuter des problèmes de l'Afrique sur le continent africain en l'absence des Africains. Donc là, nous sommes rendus à Berlin 2, justement. C'est-à-dire, en tout point de vue, on parle de l'Afrique sans les Africains, sur des questions majeures d'intérêt géopolitique, d'intérêt géostratégique majeur, à l'essence du continent africain et sur le sol africain. C'est inacceptable. Et qui est l'initiateur? Quelqu'un qui n'est pas africain, qui n'aime pas les Africains, qui n'aime pas l'Afrique, qui n'a que les intérêts en Afrique et qui, si ça l'arrange, il va détruire les Africains parce qu'ils travaillent pour les mondialistes, notamment les Rothschild. Les Africains sont-ils au courant justement de cette réunion en marge de la COP27 où les Occidentaux parlent de l'Afrique sans les Africains? Encore une nouvelle fois, nous parlons de Berlin 2. Je pense que l'information que je vous donne est passée hier dans un média hexagonal.
RFI, pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. Donc, si ils n'ont pas suivi RFI, désormais ils sont au courant que, en marge de la 27e conférence sur le climat, à Chemachek, n'est-ce pas, en Égypte, il va se tenir un sommet en marge de ces conférences pour parler des problèmes africains. Et ceux qui parlent des problèmes africains, ce ne sont pas les Africains, ce sont les pays membres du G7 et G20, et à l'initiative de Jupiter, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui prétend défendre les intérêts de l'Afrique. Je pense qu'il y a un problème. Si l'Union européenne, à laquelle fait partie la France, n'a pas mis un seul copec dans les 100 milliards promis, les 100 milliards de dollars promis au continent africain, mais qu'est-ce qu'ils vont... Mais c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le blablabla. Oui. Ce qui intéresse les Africains, c'est est-ce que les engagements pris depuis il y a longtemps, dans le cadre de ces mêmes sommets, seront tenus. C'est ce qui est la question. Mais si ça ne peut pas être tenu, ces engagements, qu'est-ce qu'on va faire dans cette affaire? Pour nos téléspectateurs, selon certaines informations, mesdames, messieurs, un sommet africain consacré au financement de projets de développement durable issus des 3 commissions climat de l'Union africaine, bassin du Congo. On parle également de la région du Sahel et des États insulaires. Eh bien, il faut préciser que cette réunion se tiendra justement ce 8 novembre de l'an de grâce 2022 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, en marge de la COP27, convoqué à l'initiative justement d'Emmanuel Macron et de ses amis. Voilà qui est clair. Donc, c'est pour faire comprendre une chose. Nous n'avons que faire des blablabla. Aujourd'hui, le continent africain, comme j'ai l'habitude de le dire, est à la croisée des chemins. C'est un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec beaucoup de potentialités naturelles, des matières premières, avec un marché immense. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ce continent reste à la traîne? Qu'elle serve d'arme géopolitique ou de géostratégique aux autres? Et que ce soit les autres qui viennent discuter de ce qui concerne les Africains, il y a un problème. Un continent de plus de 50 États, Albert Anatola, ici c'est le mutisme total. Qu'est-ce qui se passe? Un gros scandale. Un gros scandale diplomatique et géopolitique. Ça dit que c'est Jupiter qui revendique, qui s'auto-proclame le porte-parole de tout un continent. Monsieur Steve Zedongo, c'est une aberration. C'est une très grosse aberration pour parler de quoi? Des problèmes des Africains, c'est des problèmes causés par eux. Des problèmes causés par eux. Mais il n'y a aucune voix, en dehors certainement de la nôtre, et peut-être de quelques compatriotes panafricanistes, qui donnent de la voix pour dire non, on en a marre des blablabla. Les problèmes que nous avons, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, c'est vous qui en êtes responsable. Et il vous appartient de nous dire exactement ce que vous comptez faire pour que ces problèmes soient résolus, les problèmes dont vous êtes les responsables. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si nous avons sur le continent africain quelqu'un qui tourne à la présidence de l'Union africaine et qui n'est pas capable de lever son petit doigt pour faire porter la voix du continent africain, je crois qu'il est important, comme j'ai l'habitude de le dire, de discuter cette affaire-là, parce que, et c'est vrai, nous avons raison, que ce soit les organisations sous-régionales et continentales, ce sont des choses, ce sont les métastases, justement, des mondialistes sur le continent africain. Il faut le détruire. Merci à vous, Albert Anatola, d'avoir été dans nous ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.